Autour de la table, Nicolas Duhep, le fondateur d'Alchimie. Salut Nicolas. Luc Breton. Salut Luc, CEO de NextGen. Et Jérôme Dédéian. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Cofondateur de mon partenaire Patrimoine. Donc j'ai tout dit en sommaire, le choc électrique, je trouve ça irréel. Les débats sont surréalistes. Je trouve ça très intéressant en termes de vision du risque. Enfin, je veux voir ce que vous pouvez me dire. J'ai juste un chiffre que j'ai appris, là, ce matin. Enfin, hier soir, RTE nous a dit ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Baisse de 8% de notre consommation électrique par rapport à la moyenne des années précédentes. Et ce chiffre ne prend pas en compte, n'est pas corrigé des variations saisonnières. Donc, il ne prend pas en compte le froid particulier. On est sous les moyennes de saison, là, depuis une semaine. Donc, baisse de 8%. RTE, effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises, notamment le secteur tertiaire qui tardait un petit peu à éteindre la lumière dans les bureaux. Voilà, je referme cette parenthèse, je trouve ce chiffre très intéressant. Vas-y Nicolas. Pour rebondir sur ce chiffre, moi j'ai lu quand même qu'il y avait la grande consommation, enfin les consommateurs, et puis il y avait les entreprises. Ouais. En fait, c'est plutôt côté entreprise qu'on a baissé un peu plus. Mais c'est pour ça que je te donne cette information. Voilà. Et RTE l'a dit hier soir pour la première fois. Et donc finalement, ce serait quand même un indicateur un peu avancé, un peu inquiétant, notamment des industries qui ralentissent leur production et qui, d'une façon ou d'une autre, avec toute la chaîne que ça entraîne, si je produis moins, j'aurais peut-être besoin de moins de main-d'œuvre. Destruction de demande. Destruction de demande en termes économiques. Voilà, ouais. Après, les particuliers, je pense que tout le monde fait un petit effort, ou essaye de se mettre le 19 degrés dans son salon et de voir... 8%, non, mais 8%, c'est énorme. Voilà. Ouais. C'est énorme. Mais c'est justement ce que je te disais de ce que j'ai lu, c'est que sur RTE, la composition, c'était que c'était moins sur les particuliers. Je pense que ça, c'est la moyenne et que c'était les entreprises qui avaient baissé plus. Tu l'as lu, l'avis d'hier soir. Oui, c'est ça, j'ai vu ça hier. L'avis d'hier soir. En fait, c'est hier soir un peu tard qu'ils ont envoyé ça. En fait, effectivement, la configuration jusqu'à maintenant, c'était avant tout les industriels. Ouais. Et donc, effectivement, tu étais sur de la destruction de demande. Le tertiaire mettait beaucoup de temps à commencer à faire des efforts. Et là, RTE dit, ça y est, incontestablement, c'est le tertiaire et les particuliers qui viennent donner ce surcroît de réduction de demande supplémentaire. Voilà. Voilà. Bon, après moi, le sujet, quand on pose le sujet de la notion électrique, Non, moi c'est l'hystérie qui m'intéresse. J'aimerais votre avis sur l'hystérie face à un gouvernement qui, à mon avis, essaye juste de jouer la transparence et qui se prend... un bashing invraisemblable autour de cette histoire. Non, mais il n'y a plus que des coups à prendre. La réalité, c'est qu'un gouvernement, c'est celui-ci, mais enfin, c'est quand même une démission d'anticipation, de planification, etc. Ce qu'on demande au gouvernement comme mission première et qui n'a pas été anticipée depuis des années. Maintenant, de commencer à se dire on peut acheter les voies des Verts et puis débrancher nos centrales nucléaires, etc. On revient à De Gaulle. De Gaulle avait dit la souveraineté, ça passe par une armée, ça passe par l'énergie, ça passe par l'alimentaire. Donc il fallait les trois. On a un peu perdu de vue ça. Et on ne peut pas corriger ça en l'espace de 3 mois. Donc maintenant, il n'y a plus que des coups à prendre. Et la réalité, c'est que quand on est plus souverain d'un point de vue électrique, ou énergie de façon générale. Électrique, tu peux le dire. Et bien derrière, c'est le jeu de domino, c'est moins de chauffage pour les particuliers, certes, mais ça on peut s'y adapter, mais derrière, ce sera l'industrie, ce sera les entreprises, on est moins compétitif. On voit des entreprises qui ont 2% de coût d'énergie dans leur PNL. Et puis là, ça fait x4, ça fait x8. C'est toute la marge qui part. Donc au bout d'un moment, il y en a même comme les verriers, on n'a plus intérêt à produire, donc qui débranchent. Et ça, on va le voir dans tout un paquet de secteurs, parce que les contrats étant assez généralement plutôt long terme, les décisions ne se prennent pas tout de suite, mais enfin là, il y en a quand même pas mal qui souffrent dès le 1er janvier. Non, mais ça, on l'a beaucoup dit, Nicolas. Je suis d'accord avec toi, mais on l'a beaucoup dit. C'est vraiment le moment maintenant. Mais sur l'hystérisation. Que je trouve surréaliste. Sur l'hystérisation du débat, c'est splendeur et servitude du politique. Comme dit Nicolas, tu as un gouvernement qui essaye de jouer la transparence, c'est son boulot, quoi. Mais tu vois, il dit aux gens, faites un petit effort, voilà où on est, on surveille ça. Enfin, c'est son rôle de gouvernement. Sauf que comme il endosse une responsabilité de faillite, de planification, de dizaines de gouvernements, de sa majorité ou non, avant, de toute façon, c'est un jeu à qui perd pour lui en com. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce jeu à qui perd, et c'est là où je suis plus soucieux sur la qualité du débat national qu'on a, tu vois, je ne peux pas faire du François Hollande, mais si tu veux faire nation, je déteste ce mot, tu sais, il y a quand même un moment où il faut se serrer les coudes pour essayer d'affronter les difficultés que tu rencontres en tant que peuple. Bon. Et donc, tu as
de l'huile sur le feu jetée de façon complètement démago par les composantes politiques qui ne sont pas au gouvernement, qui est complètement destructrice de valeurs sociales, de valeurs nationales, alors que c'est quand même pas compliqué de faire tous les efforts qui commencent à C'est se ce qu'on voir fait visiblement. là, Ouais. c'est-à-dire dire à tes enfants, qui sont les premiers à te dire coupe l'eau quand tu te brosses les dents, parce qu'il ne faut pas laisser couler l'eau. Tu sais, ils passent, ce qu'ils sont formés à l'école, ils sont même un peu déformés à l'école sur ces sujets. Et donc tu leur dis, vas-y, coupe l'électricité, pense-y, tiens, ta chambre est allumée. Tout le monde fait un effort. Et tout le pays devrait faire pareil, et ça devrait finalement faire consensus. Et ça ne fait pas consensus, ça m'agace. Voilà. Luc ? Ouais, la bonne nouvelle de cette hystérisation, c'est que tout le monde a compris qu'il fallait baisser la consommation d'énergie dans les ménages. Donc ça, on le voit, ça produit des résultats, c'est plutôt positif. Après, vis-à-vis des entreprises, c'est l'effet inverse. C'est comme la confiance. C'est quand on la perd, c'est un effet domino. Après, sur la responsabilité du gouvernement actuel sur la situation, moi, je suis beaucoup moins clément que vous. Hein. Je pense qu'ils y sont pour beaucoup, parce que finalement, on a quand même toute une série du parc nucléaire actif qui est inutilisable parce qu'en maintenance, ça c'est quand même assez dingue. Et puis on a Fessenheim, hein, moi j'en ai parlé sur ce plateau avant même que la décision soit prise, qui a été une erreur stratégique majeure et qui est vraiment de la responsabilité des gens qui sont au pouvoir actuellement. Donc il faut quand même se dire qu'avec Fessenheim aujourd'hui, on aurait quand même pas eu... 1 gigawatt de... Non, franchement, enfin oui, mais on passerait pas l'hiver non plus. Hein. C'est 1,8 gigawatts. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur Fessenheim. Ça me vaut d'ailleurs, c'est un truc marrant des réseaux sociaux. C'est que j'avais fait, le jour de la fermeture du 2e réacteur, une intervention sur LCI autour de cette histoire, disant que j'étais sidéré et tout. Et ça tourne encore. Tu sais, c'est comme le chanteur de charme qui a fait un succès, un seul succès dans sa vie, et qui le voit revenir dans un ascenseur. Goldman racontait beaucoup ça. Tu montes dans un ascenseur et t'entends ta chanson qui a disparu, etc. Et tout. Pardon, je referme la parenthèse. Non, puis après... Mais c'est plus large que ça, disons. Essayer voilà. de trouver des excuses sur le fait que Fessenheim était pas fiable alors qu'elle avait été rénovée totalement, c'est pas très sérieux. Donc si on est transparent et si on est pédagogue, on l'est jusqu'au bout. On acte qu'on a fait des conneries. Oui, c'est ça. À aucun moment, ils n'ont admis avoir fait une connerie sur Fessenheim. Et au contraire, ça vient crédibiliser le discours. Oui, on a fait des erreurs. On les refera plus. Et pareil sur les nouvelles générations du parc nucléaire. Moi, je pense que la stratégie française, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, hein, elle est vraiment nucléaire. On avait une avance considérable. C'était un moyen d'exportation et c'était une fierté au même titre qu'Airbus ou que le TGV, hein, le parc nucléaire. C'était une capacité commerciale qui s'exportait dans le monde entier, y compris en Chine et autres. On s'est quand même planté des balles dans le pied là-dessus. Ouais, mais refaisons pas ce débat, parce que comme tu le dis, on l'a fait beaucoup. On l'a beaucoup dit, on l'a fait beaucoup. Il va falloir remettre les bouchées doubles sur la réactivation de notre parc nucléaire et sur l'investissement pour l'avenir. Hein. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ce qui est constitutif de l'hystérie, enfin de la phase lapin dans les phares dans laquelle on est en ce moment, ouais. C'est aussi quand même un petit peu la com. Parce que quand tu es dans une entreprise, avec notre expérience de chef d'entreprise, tu reconnais que tu as fait une connerie. Oui. Tu définis quel est le nouvel objectif, tu lui donnes un timing, et puis ensuite tu parles du plan d'action et tu montres à chacun comment il va avoir un rôle dans le plan d'action. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème. Donc, ok, mais à quel moment et quel est l'objectif? C'est de revenir sur une souveraineté électrique, ça va être de sortir du schéma européen, ça va être de le résoudre dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et puis, à l'intérieur de ça, quels sont les efforts qui sont demandés aux particuliers, aux entreprises? Et puis, on y va tous ensemble. Mais on a défini un objectif. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas l'objectif. Et surtout, Nicolas, tu as commencé par... tiens, on en parlait hier, d'ailleurs, avec Eric Albert, en termes de management, et je pense que c'est le boulot quotidien de Luc. Je reconnais que j'ai fait une connerie. Bah oui. Au départ... Ouais. Effectivement, et vous m'avez convaincu là-dessus, c'est ça qui me manque et qui aurait peut-être apaisé l'hystérie collective. Et puis la définition de l'objectif. Voilà, et c'est là où il y a une faillite de com. C'est-à-dire que tu dirais, voilà en combien de temps je vais remettre le pays d'équerre. Ça va me prendre 20 ans, j'en ai pour 20 ans, parce qu'on en a pour 20 ans au minimum. Hein. Il y a un plan. Voilà, il faut mettre tant de milliards, je vais réactiver la filière A, la filière B, je vais mettre du pognon de R&D à tel endroit, je vais libérer des sites pour, etc. Je vais rénover, moderniser du truc qui tourne encore. Voilà ce que je vais faire. Ça va me prendre 20 ans. Pendant 20 ans, compte tenu des prévisions de consommation de notre industrie, de nos ménages... Je comprends, vous avez raison. Voilà, on a besoin de faire des efforts. Qui va faire quel effort ? On va demander quoi à qui et voilà ce qu'on va chercher à atteindre. Et on va atteindre de faire cette transition. Et on ne peut pas la faire sans le nucléaire. Et on a fait l'erreur de penser qu'on pouvait la faire sans le nucléaire. Voilà. Et il y a une vision malthusienne un peu des énergies. On se dit que si on fait du nucléaire, du coup, on va
plus faire des renouvelables, ce qui est complètement idiot. On peut tout à fait investir sur la filière nucléaire et investir sur les renouvelables au même moment et de manière parallèle. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On a juste un petit problème. C'est que, et alors c'est passé comme une lettre à la poste, hein, l'agence de notation S&P nous a placés sous surveillance négative. Et S&P dit, en fait, le déclic, c'est quand le niveau de remboursement de la dette, donc les intérêts, dépasseront 5% des recettes de l'État. Ouais, tu vas regarder, on y est. Hein, oui, voilà, enfin, on y est quasiment à une dizaine de milliards près. Voilà. Oui, alors tu pourrais dire, d'accord. Donc investir massivement pour construire 6 paires de réacteurs, encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire. Quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, les agences, elles regardent quoi? C'est vachement intéressant. Parce que tu peux te dire, on est à 115% de dette sur PIB, les États-Unis, c'est beaucoup plus. Où est le problème? Mais c'est pas vrai. Parce que nous, en fait, on est embutés. On est embutés pourquoi? Parce qu'on est reconnu comme étant un des pays qui lève le mieux l'impôt. Mais ça veut dire qu'on peut pas, on n'a pas de gain de productivité à faire sur le truc, et on est un des pays avec la fiscalité la plus élevée. Donc ça veut dire qu'elles regardent, elles disent ok, ça va monter, et il n'y a pas de soupape de sécurité qui permet de piloter la recette publique avec la montée de cette dette. Donc c'est mort. Et voilà. Accessoirement, contrairement aux États-Unis, on n'a pas une armée au premier rang mondial. Hein. Exactement. Parce que les États-Unis, s'il y a un problème avec les États-Unis, ils envoient les GI. Donc c'est pas vraiment notre capacité. On est d'accord. Alors pour revenir sur cet enjeu électrique et énergétique. Mix énergétique. Je trouve ça intéressant parce que le discours de raison à tenir aux gens, l'explication qu'on ne donne pas, c'est on doit développer le renouvelable, mais il n'est pas pilotable. Il n'est pas pilotable, admettons-le. Il y a des jours où il n'y a pas de soleil, il y a des jours où il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Donc on a besoin à côté d'une source d'énergie pilotable. Et cette source d'énergie pilotable, on a le choix entre le charbon, qui est complètement contraire à nos objectifs de transition écologique, ou le nucléaire, qui a le mérite qu'il est propre, avec des sujets de démantèlement, avec des sujets de recyclage sur lesquels on progresse, qui ne sont pas si importants que ça, et sur lesquels on va aussi mettre de l'argent dans le cadre du plan à 20 ans qu'on propose à la nation. C'est cette explication-là qui n'est pas donnée avec ces mots clairs. Avec le petit sujet, ce qui va nous permettre de basculer sur le sujet d'après, avec ce petit sujet quand même que les réacteurs, il faut combien de temps pour les construire? En fait, on n'en sait rien. Hein, parce que le PR de Flamanville ne tourne toujours pas. Donc moi, je veux bien qu'on fasse tous les plans sur la comète, mais on n'y est pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, là, concrètement, c'est l'Europe sans énergie. Donc, je ne sais pas si vous avez eu écho du rapport. Alors, c'est le Shift Project, et le Shift Project, c'est Jean-Marc Jancovici. Donc, forcément, ça ne va pas bien. Quoi, voilà. Mais, enfin, quand même, les chiffres qu'ils apportent sont assez catégoriques sur l'idée que, en termes de dépendance au gaz, on est mal et on est durablement mal. Donc ça veut dire que, et on en revient à la dette, il faut que tu fasses une espèce de politique de subvention massive de l'énergie européenne pour que tu n'aies pas un changement, et le Shift parle de changement structurel pour l'industrie européenne, qui se barre massivement aux États-Unis. C'est le point dans lequel on est. Et ce que je veux dire, Jérôme, tu ne peux pas le résoudre en promettant du nucléaire pour dans 10 ans. C'est maintenant qu'il faut que tu... Non, mais c'est là où moi je m'inscris en faux quand même, quand sur le propos que tu donnais de dire que le gouvernement essaye d'être transparent, etc. Mais je ne pense pas qu'il n'est pas du tout transparent, au contraire. Quand tu entretiens l'illusion qu'avec un bouclier énergétique, tu peux arriver à protéger les gens, alors que tu sais que le paradigme a changé, que c'est pas une histoire de 6 mois, d'1 an, c'est que c'est une histoire de peut-être en décade, ce qui nous arrive, et que tu n'as pas les moyens de financer ce truc-là pendant 10 ans, tu dis pas la vérité. Quand tu es néerlandais, aujourd'hui, tu as pris x3 sur l'électricité, x3 sur le gaz, ça te coûte 1 500 € par mois d'entretenir ce qui serait l'équivalent d'un pavillon moyen en France, là où nous, aujourd'hui, on vit encore dans une illusion que tout ça est contrôlé. Et ça ne l'est pas. Donc la transparence n'est pas là, et on revient à l'objectif et on revient au plan d'action en disant écoutez, c'est ça que ça va coûter, on assume toutes les décisions aussi géostratégiques parce que c'est nos valeurs, etc. On s'est déjà entretenu là-dessus, mais voilà comment on va faire et voilà combien on va payer, et c'est le coût est compris par les uns et les autres, mais aujourd'hui le coût il n'est pas compris et personne ne l'a intégré. Et moi j'ai un autre sujet, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, qui est le choix de l'EPR. C'est très symptomatique. Tu vois, tu as des ingénieurs français de filière qui disent on va déployer une nouvelle technologie complètement géniale, c'est massif, chaque unité sera énorme, etc. Tu as plein d'autres pays qui ont fait des choix d'avoir des petits réacteurs un peu plus rustiques, qui sont moins productifs. Et en fait, les deux ne sont pas complètement incompatibles. Et peut-être qu'on irait plus vite. Parce que tu vois, on a au moins une filière militaire. C'est l'idée de... Alors, ce sera l'EPR2, de toute façon. Les 3 paires qui sont programmés aujourd'hui, ce n'est pas l'équivalent Flamanville. C'est un EPR2, effectivement, un peu plus léger. Et je dis un truc idiot, mais tu vois, on a une filière nucléaire militaire qui est capable de nous mettre des petites chaudières dans des sous-marins ou dans un porte-avions. Ça tourne, hein.
ça tourne avec une fiabilité qui est quand même assez extraordinaire compte tenu des contraintes dans lesquelles ça évolue. Bon. Pourquoi est-ce que... J'ai aucune idée de... Est-ce que ça produit beaucoup d'électricité? Est-ce qu'on peut alimenter une ville avec ça? Mais est-ce qu'il y a un transfert de technologie possible de ça pour essayer d'aller plus vite que les 30 ans qu'il nous faut pour faire les 6 EPR ou 16 EPR dont on a besoin? Je sais pas. Ce qui est un peu surréaliste, c'est de voir Emmanuel Macron à la télé s'adresser à EDF en disant les petits gars, il va falloir vous mobiliser pour nous fournir des tranches en temps et en heure. Moi, j'attendrais plutôt que ce soit le patron d'EDF. Je pense que là, Luc Rémont. Il arrive, qui vienne à la télé expliquer le plan, un plan très agressif de déploiement, et qui est un plan national. EDF sait très bien faire des centrales nucléaires. Je suis pas sûr. Il a quand même pris le job qu'aucun entrepreneur. Je suis pas sûr. Enfin, pour l'instant, ils nous ont pas démontré qu'ils savaient le faire. Hein. Bah, écoute, Thomas Piquemal, directeur financier d'EDF, cette phrase que je connais par cœur, tu vois, il l'a quand même prononcée, je ne voudrais pas dire de bêtises, en 2017, hein, qui mettrait 80% de son bilan dans une technologie qu'on essaye de faire tourner depuis 15 ans et qui n'a encore jamais fonctionné. Donc c'était avant le démarrage des réacteurs de Taishan. Le réacteur finlandais qui devait démarrer finalement ne démarre pas. Et Flamanville, sans doute va-t-il démarrer, hein, grâce notamment aux soudeurs américains d'ailleurs, hein, qui ont débarqué de Westinghouse. Mais voilà, c'est. Ouais, mais on peut pas quand même une. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus mettre de côté la responsabilité d'EDF. On en a énormément parlé autour de cette table. Et la perte de compétences qui fait que. On n'a pas une feuille de route très claire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est les injonctions paradoxales. Hein. C'est en fait, on veut faire de l'innovation et en même temps, on désinvestit les tranches précédentes. Donc, on désinvestit les compétences, les filières métiers, les formations d'ingénieurs vers ces filières. Moi, je suis président d'une école d'ingénieurs, donc j'en sais quelque chose. Et on a une filière nucléaire à Centrale Marseille et avec Cadarache qui est pas loin. Ça nécessite pas de la courte vision. Il faut s'engager. Comme l'a dit Nicolas, pour des décennies. Et donc, si le signal, c'est on désinvestit, les gens comprennent le signal. Donc, ils n'envoient plus leurs enfants dans ces filières. Ils n'expliquent plus que le nucléaire, c'est le rôle modèle de l'énergie européenne, et ainsi de suite. Donc, ces injonctions paradoxales, il y en a assez. Et pourquoi on se réfère toujours à De Gaulle dans ce pays ? On n'a rien inventé de mieux depuis, on a l'impression en tout cas. C'est parce que le gars avait une vision qui traversait les décennies. Et c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui. Allez, Pompidou quand même. Parce que c'est Pompidou-Mesmer, le nucléaire. C'est Pompidou-Mesmer. En fait, c'est toujours le sujet de ces grosses infrastructures extraordinairement coûteuses. On sait qu'on ne peut pas faire sans la puissance publique. C'est pas possible. Ah, mais c'est tout à fait d'accord. Donc moi, mon libéralisme s'arrête, effréné, ça s'arrête à l'endroit où tu as besoin de la puissance publique pour se prendre ces risques d'infrastructures monstrueux. Et donc, quand tu prends des risques d'infrastructures, tu essayes des technologies et un accident industriel est possible. Ça s'appelle le turbotrain, et ça, on a fini par avoir le TGV, tu vois. Et donc, quand tu fais ça, tu lâches pas la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que tu lances tout ça, ces initiatives, avec le soutien de la puissance publique, en acceptant que tu vas éventuellement échouer et cramer de l'impôt pour un bien supérieur à très long terme, mais tu continues à faire tourner ce qui tourne pour assumer ta mission régalienne, de faire en sorte qu'on ait accès à de l'énergie qui nous permette de produire et de vivre. Nicolas, parce que Nicolas, membre de Croissance Plus, moi je veux t'interroger sur le point de vue qui m'a surpris de la présidente de Croissance Plus, mais vas-y. Non, mais juste pour faire finir sur l'hystérie, mais c'est que maintenant l'équation est impossible à résoudre. C'est-à-dire que tu as des décisions à prendre qui sont sur des décennies. Puis de l'autre côté, maintenant on se retrouve à acheter du gaz de schiste américain, cette fois le prix qu'ils le vendent en interne. Donc de toute façon, tu n'es plus compétitif. Et certes, les Américains sont nos amis et reçoivent très aimablement et avec des grandes faces Macron, mais ça reste quand même les premiers compétiteurs en termes de business. Ils vont pas nous tailler en pièces. Et donc maintenant, à n'importe quel appel d'offres, ça commence en plus avec l'Inflation Act. Les grandes usines, tu les installes plus en Europe et hop, ça va aux États-Unis. L'OPA total sur toute l'industrie automobile qu'on a chez nous, et puis ça va y aller sur tous les secteurs. Et sauf que moi, j'ai toujours appris, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez écolier, vous alliez visiter, puis là, il y avait un moulin où on construisait, par exemple, quand vous allez partir à la montagne, dans la vallée de la Tarentaise, il y avait le carbone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'électricité ne coûtait rien, il y avait les torrents, et on construisait ces moulins, etc., à des endroits où l'énergie se faisait. Pareil pour les data centers aujourd'hui. Oui, les fausses. Ce que tu veux dire, c'est qu'au départ de l'activité, il y a l'énergie. Il y a l'énergie, et l'activité, c'est de l'énergie transformée.
mais Bien donc, sûr. de toute façon. Et donc, d'avoir oublié ça et vouloir faire de l'économie sans prendre en compte, c'est une énorme erreur, sauf que tu construis pas un moulin en 3 semaines. Et Un truc, on va le payer parce très, que très cher. j'entends partout, le marché européen de l'énergie, c'est n'importe quoi, machin, etc. Et tout. Non, parce que tu dis, on achète du gaz de schiste, on achète du gaz de schiste qu'on envoie aux Allemands. Parce que nous, on n'a plus, en fait, les centrales à gaz pour faire de l'électricité, qu'on envoie aux Allemands. Qui nous le revendent. Les Allemands font de l'électricité Qui nous le et nous le renvoient. Ce pourquoi? Parce que partout, j'entends, les Allemands sont pas coopératifs, ils refusent le système à l'espagnol, machin. Mais enfin, bon Dieu, c'est eux qui font l'électricité. C'est-à-dire, si on était sur un système à l'espagnol, c'est eux qui subventionneraient notre propre électricité. Il y a des limites, quoi. Non, ce qu'on dit Voilà, sur c'est le sujet. Voilà, c'est tout. La non-coopération des Allemands, c'est pas tant là-dessus que Si, c'est sur la taxonomie écologique européenne, où les Allemands ont voulu évacuer le nucléaire, là où nous, on expliquait que quand même le nucléaire, c'était C'est derrière nous, ça. quand même plus intéressant. Non, là, c'est vraiment sur le sujet. C'est qu'on n'est pas souverain. Sommet européen après sommet européen, les Français, évidemment, normalement, tu vois, veulent en fait l'idée d'une subvention des centrales à gaz, hein, c'est ça que ça veut dire, le système espagnol, subvention des centrales à gaz, donc pour décorréler le prix de l'électricité et le prix du gaz, ça veut dire que les Allemands subventionnent l'ensemble de l'industrie ouest-européenne. On peut considérer qu'effectivement, ils l'ont mauvaise. Donc, et alors, puisque tu disais, le libéral que je suis s'arrête aux portes d'un EPR, et alors les libéraux que sont l'association Croissance Plus, enfin croyais-je, s'arrête aux portes de la crise électrique. Donc elle veut, donc justement, de ce que tu venais de décrire, Nicolas, le risque d'un départ massif de l'industrie ouest-européenne vers les États-Unis, hein, dont on a effectivement déjà énormément parlé. Et donc la nouvelle patronne de Croissance Plus veut une clause, attends que je retrouve le terme exact, une clause de proximité dans les appels d'offres, ce qui va un peu avec ce que Luc était venu nous dire un jour, notamment sur la souveraineté numérique. Envoyons bouler l'OMC et toutes ses règles, etc. Il est temps de faire dans l'illégalité, point à la ligne. Absolument. Et Audrey Louaille, on dit Louaille, c'est ça, dit la même chose. Et je trouve que c'est... Parce que c'est Croissance Plus, quoi. C'est quand même, on est dans le temple du libéralisme, et c'est bon, c'est fini, arrêtez les conneries, clause de proximité, on arrête de faire jouer la concurrence, même à l'échelle européenne d'ailleurs, hein, dans ce que je comprends, c'est clause de proximité nationale, quasiment, pour la commande publique. C'est le protectionnisme. Le protectionnisme, il n'y a pas... Non, ne mets pas intelligent derrière, parce que c'est du protectionnisme, pur et simple. Exactement, mais qui est... enfin, on va revenir là-dessus. Mais disons que la notion de souveraineté, qui est maintenant sur les lèvres de tous les ministres, du président de la République, etc., était encore il y a quelques années pas un terme franchement populaire, hein, puisqu'il était... C'était Montebourg qui l'a remis dans le... Voilà, c'était un terme qui était assez employé plutôt par la droite nationale. Il est arrivé avec des travaux, d'ailleurs, qu'on avait fait avec Luc à l'époque sur la souveraineté numérique, parce qu'on s'est aperçu que les GAFA étaient en train de nous pomper toutes nos données et qu'on allait du jour au lendemain se retrouver pieds et poings liés. Il s'est développé ensuite avec le Covid, où on s'est aperçu qu'on n'avait plus d'industrie, on n'était pas souverain, on n'était pas capable de faire des masques. Et puis là, avec la crise énergétique, on est en train de s'apercevoir que sans énergie, on ne va rien faire. Et donc, en fait, la souveraineté, sans souveraineté, il n'y a pas d'indépendance. Je veux bien que tu noies le poisson, mais cette histoire de clause de proximité, là. Oui, mais en fait, c'est que des petites clauses. Moi, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, la souveraineté, c'est un changement de logiciel. Tu ne peux pas simplement dire on va faire des appels d'offres en Europe réservés aux boîtes européennes et on va résoudre de cette façon-là la souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir local. Alors après, bien ou pas bien, mais c'est un pouvoir local. Donc c'est la souveraineté nationale, c'est le pays qui décide. Et chez les Suisses, c'est toi, ensuite ta famille, ton canton et la confédération. Donc à ce moment-là, c'est de repenser nos intérêts et de négocier sur nos intérêts. Nous, en tant que Français, on ne sait pas négocier avec nos intérêts, on négocie toujours avec des idées. Les Allemands, on l'avait fait avec Luc, on avait fait une étude sur la souveraineté numérique avec les Allemands, on avait mené une étude avec 50 000 personnes et les Français disaient on va faire un truc génial avec les Allemands, on va tous bâtir des grands groupes GAFA européens. Les Allemands nous répondaient nous on n'a pas besoin des Français, on va les faire tout seuls. Et donc à partir de ce moment-là, eux ils voyaient leur intérêt, nous on bâtissait les grandes idées. Donc la souveraineté, c'est à un moment donné admettre que tu valorises tes intérêts. Donc ça veut dire repenser ta relation avec l'Europe, ça veut dire remettre en cause
tout ce qui a guidé nos politiques et nos économies mondialisantes de ces dernières années, mais c'est un changement de logiciel et ça va très très loin. Et c'est pas simplement juste de faire quelques interventions et quelques belles phrases. Non, c'est un lancement. T'as pas été membre de Croissance Plus, toi Non, toi, c'était éthique. Ouais. Ouais, c'était membre d'éthique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Loyauté. Ouais. Absolument. Non, mais alors d'accord, j'entends ce discours très intéressant. Moi, mon sujet, c'est quand même clause de proximité, c'est du protectionnisme, c'est moins de concurrence, c'est tout ce que nos manuels d'économie nous apprennent, le développement de la rente, moins d'innovation, moins d'efficacité. À terme, perte de compétitivité. Tu as un terme libéral qui s'appelle, je crois que c'était le protectionnisme éducateur, je ne sais plus ces termes. C'est qu'à un moment donné, quand dès qu'on met un truc derrière éducateur, excuse-moi, je sors mon pistolet. Derrière protectionnisme, pardon. Je ne sais plus, c'est éducateur. En tous les cas, le propos, c'était que quand tu as des différentiels de marché qui sont trop importants, tu fermes ton marché pour le temps de te remettre à niveau et puis pour réintroduire la compétition. Sinon, il y a échec et mat et ça n'existe plus. Ton intérêt en tant que pays, à ce moment-là, c'est de te remettre à niveau. Alors là, c'est un peu différent parce que répondre à des appels d'offres, etc. Mais quand il y a un différentiel en ce moment aussi important sur le coût de l'énergie pour toutes nos industries, oui, mais moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, quoi. En fait, il ne faut pas confondre deux sujets. Tu as le sujet commande publique, où est-ce que je la localise, est-ce que j'ai une clause de préférence à ce qui est fabriqué sur mon territoire ou sur mon territoire étendu si tu raisonnes européen, etc. Très souvent, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait valoir quand on répond à des appels d'offres qui sont lancés par des puissances étrangères avec notre industrie. On dit, je vais créer des emplois et de la richesse localement. C'est-à-dire que je vais installer l'usine, je vais mettre les équipes, et en fait, vous allez, ça va avoir un impact sur votre PIB à vous, et pas sur mon PIB à moi. Si, donc tout le ça monde a fait un ça. impact sur ton PIB à toi. Non, mais oui. Massif. Non, mais bien sûr. Contrat de sous-marin, impact massif sur notre PIB. Bien sûr, mais tu dis, je vais atteindre vos objectifs de croissance et de plein emploi aussi, bien que je sois un fabricant étranger pour votre projet national. Exactement. Donc ça c'est très important. Et tout le monde joue à ça. On a des entreprises américaines qui viennent travailler sur le territoire français, qui gagnent des appels d'offres, et on est très content parce qu'elles ont mis des équipes et elles embauchent des Français. Donc il n'y a pas de débat avec ça. Le sujet de fermeture temporaire d'un marché qui a perdu sa compétitivité, tu vois, resserrer le truc pour essayer de lui restaurer une compétitivité avant de rouvrir, il n'est pas forcément idiot sur le plan stratégique. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est un sujet précis sur un dossier précis. Absolument. Exemple, panneaux solaires dans les années 90. Et donc c'est pas une loi, voilà, un texte pas une normatif clause générale. J'arrose, je suis obligé de, et je dois réserver tant de pourcents, etc. C'est ponctuel, et on sait très bien faire. On sait très bien faire des dérogations bien sûr. Partout. L'Europe l'a montré, on sait le faire en France, on sait le faire en Europe. C'est parfois fin, parfois tu te fais retoquer parce que tu es contraire au texte et tout, mais enfin on y arrive à peu près. Le truc dont on a vraiment besoin du côté de la puissance publique, il y a deux grandes batailles pour le monde qui s'ouvre, là, si on reprend une vision stratégique à 30 ans. C'est la bataille de l'énergie, on en a abondamment parlé, et donc là, qu'est-ce que tu attends ? Tu attends qu'on redéveloppe une capacité à fournir de l'énergie. On l'a fait, et la deuxième chose, c'est la bataille de la data. Parce que là, on a vraiment un sujet, et tu vois, ça nous ramène à Quant dont tu voulais parler. Là. Même on n'aura pas le temps. Voilà, c'est quand même vachement intéressant. Pourquoi on n'a jamais réussi à avoir un moteur de recherche qui match Google ? Pour moi, j'ai un truc, c'est la valeur d'usage du truc. C'est que personne n'a jamais réussi à innover en Europe pour faire un moteur de recherche qui ait la même facilité d'usage, le même, tu vois, qui rendent l'usage. Et en fait, le consommateur, il vote avec ses pieds, quoi. Bon, mais tu sais quoi ? Attends, alors, voilà. Jérôme, à moins que tu aies un truc à dire sur souveraineté et tout, mais pas sur Quant, parce qu'on marque une pause. Puis à la limite, on en dit un mot de Quant, effectivement, parce que Luc, vous deux, j'ai envie d'entendre votre avis. Un mot là-dessus. Non, mais clause de proximité. Moi, ma doctrine en la matière, c'est pas de subvention des commandes. Donc, réservons des commandes, des marchés en proportion à des acteurs européens, à des acteurs français si possible, à minima européens. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On est quand même les idiots utiles de la compétition internationale aujourd'hui, parce que il y a une dissymétrie totale, pas seulement avec les Américains, avec la Chine aussi. Il faut absolument sortir de cette naïveté totale de l'Europe, de cette naïveté de la France. Il faut être courageux, il faut accepter l'illégalité immédiate, mettre ses quotas de commandes publiques pour donner le là, et puis de commandes privées si possible. En tout cas, faire du name and promote plutôt que du name and shame. Donc,
valoriser les entrepreneurs qui allouent des commandes privées aux Mais acteurs c'est aux européens. actionnaires de le faire, ça. Ben oui, mais Voilà, de la même mais manière. si tu te mets à l'édicter en règle sur la commande absolue. publique, il faut l'édicter. Alors si sur la commande publique tu l'édictes, oui. tu vas appauvrir l'État, mon vieux, point à la ligne. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vas créer des effets de rente. C'est exactement ce qui se passe. C'est le modèle allemand, si tu veux. On en reparle dans 3 ou 4 ans. C'est-à-dire, c'est l'endogamie totale entre la Landesbank, donc entre la banque régionale, entre le Land, entre le gouvernement régional et entre Volkswagen, etc. Et tout. Et voilà. Et donc tu élimines toute concurrence. Ils s'en sortent plutôt pas mal. Hein. Ouais, on en reparle dans 10 ans. Parce que le problème, c'est que tu en payes le prix. C'est un cancer. C'est pas un infarctus. C'est un poison lent, le protectionnisme. Mais enfin bon, Et alors, il y a un angle sur lequel tu peux faire du général. Il y a un angle que tu peux faire du général, mais c'est plus un problème de comportement qu'un problème de réglementation. C'est sur le transport. C'est-à-dire que si tu commences à travailler beaucoup la notion de proximité en disant quand je fais venir un bien ou un service dont j'ai besoin pour assurer ma production ou pour satisfaire les besoins d'un client, quel qu'il soit, que ce soit en B2B ou en B2C, je vais faire attention au coût de transport au sens large, c'est-à-dire pas seulement au coût au sens monétaire que tu payes pour mettre le conteneur dans le... Non, mais je comprends, mais sur son empreinte, etc. Voilà. Mais c'est des sujets qui sont plus des sujets de modification de comportement que des sujets de C'est réglementation. sûr qu'il y a une vertu écologique immédiate à travailler avec les acteurs locaux et pas seulement sur les fruits et légumes pour en créer de l'innovation, des jobs à haute valeur ajoutée partout en Europe, plutôt que d'avoir juste des manutentionnaires ou des visiteurs de musées en Europe ou de l'assistance à la personne, et puis tout le reste sera barré dans la Silicon Valley ou en Asie. Mon cher Luc, tu crées les conditions de fiscalité, de charges sociales. C'est déjà le cas sur la fiscalité. Pour rétablir la compétitivité de tes entreprises. Voilà. Mais tu crées les conditions. Alors, c'est la fameuse image du jardinier et du jardin. Les légumes vont pousser. Les légumes vont pousser si tu as bien nettoyé ton jardin et mis le bon terreau. Voilà. Et ça exige de passer initialement par la rupture avec le dogme du marché ultra concurrentiel, de toutes les clauses anticoncurrentielles. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est un grand débat. Et dans le contexte européen, il faut que tu alignes 27 États, donc c'est impossible. Donc tu n'y arrives jamais. Oui, ça d'accord. Voilà. Donc c'est mort. Mais non, c'est toujours c'est pour ça qu'il faut être dans l'illégalité immédiate, parce que sinon tu changes rien en fait. Le sujet Alstom-Siemens, Alstom-Siemens, la fusion interdite et tout, voilà. Aujourd'hui, Alstom est leader sans doute mondial du train, voilà. Les mecs ont su faire, les mecs ont su se relever. En plus, je l'ai raconté beaucoup ici, parce que j'ai discuté récemment avec le patron de l'université Alstom. Je ne sais pas si tu connais ça d'ailleurs, Luc, Alstom University. 20 millions d'euros par an. Ils ont su se relever en démarrant sur les compétences, sur la formation. Non, mais il faut regarder dossier par dossier. Moi, on est dans les médias, tu connais, je ne suis pas certain que la fusion qui a eu lieu entre de M6 et TF1, quand tous les budgets publicitaires seront partis chez Netflix et Google, exactement, on s'en félicite. Et là, tu auras le contre-exemple qui va arriver. Tu aurais préféré qu'ils partent chez TF1 M6 En tous les cas, se donner les moyens d'avoir un acteur qui pèse un petit peu. Là, mais qui pèse rien du tout. TF1 M6. On va pas reprendre ce débat, on s'était déjà écharpé avec lui. TF1 M6 reste un nain. Alors c'est un nain avec des hauts talons. C'est un nain avec les talonnettes de Sarkozy. Parles. Ça fait un nain local qui est posé, et là ça n'existera même plus. Non, je pense que c'est sur ces sujets où les parts de marché se font et se défont, comme sur tous les médias nouveaux, réseaux sociaux, etc. Les parts de marché se font et se défont. Bon les gars, attendez, parce que là on se barre, on marque une pause et on parle de Quant.